Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV et dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'histoire des Chicago Bulls. Avant de débuter, encore un grand merci pour les commentaires, pour suivre la chaîne YouTube, etc. Les commentaires sur Twitter, c'est toujours encourageant, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, merci, continuez comme ça donne envie d'en continuer, d'en faire plus. Malheureusement, cette vidéo va pas être particulièrement joyeuse. Même si ça débute bien, vu qu'on se retrouve au mois de juin 98 à la parade à Chicago pour fêter le sixième titre en 8 ans de la franchise. Et par contre, derrière, donc, on va revenir sur tout ce qui a fait que cette équipe n'a pas été reconduite. Bon, de toute façon, déjà, Jerry Krause voulait repartir sur une reconstruction déjà même l'année précédente, mais bon, il y a Phil Jackson qui a été un petit peu convaincu par Reinsdorf de faire un an de plus. Mais là, Jerry Krause insiste pour vraiment partir sur cette reconstruction, qu'il justifie par pas mal de choses. Euh, Jordan, à ce moment-là, il a 35 ans. Et c'est encore lui qui a fait pas mal de choses pendant les playoffs. Et même lui, il avait dit, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de soutien, quoi. Quand Pippen a joué le match 6 avec son dos en compote, le match 6 des finales, et qu'il avait du mal à vraiment épauler Jordan, personne d'autre, à part Kukoc, a vraiment été capable d'apporter tu vois, un apport suffisant. Euh, donc il y a Jordan qui en plus pendant l'été va se faire une grosse coupure au doigt. Et s'il voulait revenir, il aurait dû se faire opérer, il aurait manqué du temps. Et comme il n'avait pas décidé de revenir, il a pas eu besoin de se faire opérer, ça s'est guéri avec le temps tout seul. Euh, donc il y a déjà Jordan. Pippen, ça fait des années qu'il attend la fin de son contrat pour se barrer, ça fait 3 ans qu'il demande à être tradé à droite à gauche parce qu'il en a marre de son salaire, de son statut, etc. Phil Jackson, bon, il a atteint le point de non-retour dans ses relations avec Jerry Krause. Euh, Jerry Krause qui justifie aussi le fait que voilà, Dennis Rodman a fêté ses 37 ans pendant les playoffs 98 et en fin de saison il était sur le banc, il avait plus le même apport, il était plus capable voilà, soir après soir de revenir et d'avoir un impact aussi important. Luc Longley, ça fait des années qu'il enchaîne les problèmes de blessures au genou, il commence à grincer sérieusement. D'ailleurs, sur les 3 saisons où les Bulls ont été champions quand Luc Longley était là, sa meilleure saison, il a joué 62 matchs. Donc voilà, à chaque fois, faut le reposer, le mettre à l'écart pendant un certain temps, etc. Donc c'est un peu compliqué. Bref, l'effectif vieillissant, Phil Jackson et Jerry Krause qui sont plus, qui peuvent plus se voir en peinture. D'ailleurs, pendant la saison, il me semble que je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, Jerry Krause invite toute l'équipe et tout le staff au mariage de sa fille, sauf Phil Jackson. Mais il y a Tim Floyd qui est là, Tim Floyd qui est son grand pote, on va y revenir. Euh, donc voilà, Jerry Krause, lui, veut repartir sur cette reconstruction en justifiant que voilà, l'effectif est très vieillissant, que ça aurait été de toute façon compliqué de faire revenir tout le monde et que ça valait pas le coup parce que c'était pas garanti du tout que cette équipe-là puisse aller chercher le titre 99. La seule chose qui peut éventuellement y faire croire, c'est la saison raccourcie parce qu'il y a une grève une grève des joueurs et du coup la saison ne va débuter qu'au mois de février. Le problème c'est que même pas parce que du coup comme la saison va être condensée avec 50 matchs en 90 jours et des périodes où tu joues 3 soirs de suite, avec cet effectif vieillissant ça marche pas du tout quoi. Des joueurs blessés etc qu'il faut ménager et conserver, ça aurait été encore plus galère que si ça avait été une saison normale entre guillemets. Donc au final, même ça, c'est pas spécialement un argument très valable. Donc toujours est-il que les Bulls, au mois de juillet, font une conférence de presse pour annoncer l'arrivée de Tim Floyd dans l'effectif. Mais Jerry Reinsdorf précise bien dans la conférence de presse que voilà, Tim Floyd arrive en tant que président des opérations basket au cas où Phil Jackson décide de revenir quand la saison reprend pour être le coach de l'équipe. Si Phil Jackson ne revient pas, alors Tim Floyd devient l'entraîneur. Mais pour l'instant, voilà, il est là. Mais voilà, c'est pour les Bulls pour se couvrir un peu au cas où, enfin, suivant la décision de Phil Jackson. Pendant ce temps-là, donc, la grève continue et comme j'ai dit, il y a un accord pour une saison NBA n'arrive que début janvier 99, avec un début de saison régulière début février. Et donc, pendant ce temps-là, il faut organiser en 2-2 des training camps, recruter des joueurs, etc. Phil Jackson ne souhaite toujours pas revenir, hein, comme prévu.
Donc du coup, Tim Floyd devient officiellement le coach de l'équipe, qui est un entraîneur qui avait une très belle réputation en NCAA, mais qui a aucune expérience NBA, et qui est surtout là pour ses rapports très proches avec Jerry Cross. Les deux se connaissent très bien, comme je disais, il était invité au mariage de la fille de Jerry Cross, ils vont souvent à la pêche ensemble, etc. Donc bref, quand Reinsdorf, dans la conférence de presse pour le présenter, dit on a mené énormément d'interviews, on a beaucoup hésité, tu te dis ouais, tu te fous un peu de notre gueule, t'as surtout pris, c'est Jerry Cross et toi, j'ai surtout pris voilà, le mec proche, le pote quoi. Donc bref, toujours est-il que voilà, Phil Jackson ne revient pas, comme il l'avait prévu, comme il ne souhaitait pas revenir. Et c'est le début de. Bah c'est l'enchaînement, tu vois. Le premier domino tombe et tous les autres tombent derrière. Jordan, lui, comme il avait dit dès le départ, si ce n'est pas Phil Jackson, je ne veux pas jouer. Et surtout, je ne veux absolument pas faire partie d'une reconstruction. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer, etc. Il n'y a aucune garantie que d'ici un an ou deux, on puisse retourner parmi des équipes prétendantes au titre. Donc moi, je ne reviens pas. Il annonce sa retraite le 13 janvier 99. Et derrière, en l'espace de 3 jours, du 21 au 23 janvier, c'est l'hécatombe. Scott Burrell, Joe Klein, Judd Buechler, Dennis Rodman, ils sont tous libres, ils partent. Donc ça fait déjà 5 avec Jordan plus Phil Jackson. Steve Kerr, il est tradé aux Spurs contre Chuck Person qu'on ne va pas garder et à un premier tour de draft en 2000. Scottie Pippen, on lui signe un gros contrat et on le trade dans la foulée à Houston euh, contre Roy Rogers qu'on ne garde pas, plus un tour de draft 2000, pareil, second tour. Luke Longley, on l'envoie aux Suns contre Mark Bryant, qu'on va garder, et deux autres joueurs qu'on ne va pas garder, qui sont Bubba Wells et Martin Mursip, qui est un Estonien, plus un tour de draft 99. Bref, tout le monde se barre, il reste vraiment, mais plus grand monde. De l'effectif champion 6 mois plus tôt, 7 mois plus tôt, il reste Tony Kukoc, qui a 30 ans, Ron Harper, qui arrive sur ses 35 ans, qui a eu 35 ans là au mois de janvier, et les deux étaient titulaires en finale NBA, donc les deux joueurs principaux qui restent. Bill Wennington, qui arrive sur ses 36 ans, Randy Brown, et deux joueurs qui étaient rookies la saison précédente, Keith Booth et Rusty LaRue, qui sont maintenus. Et au niveau du staff, donc Phil Jackson est parti, mais ses assistants sont restés, à savoir Tex Winter est encore là, Bill Cartwright qui était assistant depuis 2-3 saisons est encore là, et Frank Hamblin. Et ce sont les seuls de la saison précédente qui sont encore là. Et donc pour gonfler l'effectif, les Bulls signent Brent Barry, qui était libre. Il lui signe un contrat de 6 ans à 25, 26 ou 27 millions de dollars, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Et Brent Barry, qui était libre après sa fin de contrat à Miami, dans sa conférence de presse, il dit Tim Floyd est taré d'avoir accepté de venir à Chicago, et du coup, moi, je me devais de venir ici pour voir ce que ça allait donner, parce que je suis curieux de voir ça, quoi. Donc, c'est assez bizarre, mais bah, enfin bref, quand tu signes pour 6 ans, ma foi. Euh, Après ça, bon, bah, au niveau de la draft, les Bulls ont récupéré Corey Benjamin et Corey Carr. Donc pas franchement des joueurs extraordinaires. Et à la free agency, il y a Andrew Lang qui arrive de Milwaukee. Donc voilà, pas franchement des trucs extrêmement flashy. Cornell David, le Michael Jordan hongrois, qui débarque aussi. Il était surnommé comme ça à l'époque. Euh, Bref, pas franchement un effectif qui fait rêver. Et d'ailleurs, au moment où le calendrier de la saison régulière sort, le tout premier match, c'est un match Utah-Chicago à Utah, finale, enfin revanche des finales NBA de 7 mois d'avant. Sauf que bah, les télés se disent, mais attends, les Bulls, ils ont perdu Jordan, Pippen, Rodman, Kerr, Longley, Jackson, etc. Il n'y a plus personne. Au Jazz, ils ont conservé Malone, Stockton, Hornacek, Jerry Sloan, donc je veux dire, il y a pas photo. Les diffuseurs télé disent on va pas diffuser ce match-là. C'est pas ce match-là qu'on va choisir pour diffuser en antenne nationale, parce que ça va être une crevée, quoi. Et effectivement, à la pause, il y a déjà 15 points d'avance pour Utah, dans ce premier match début février. Et au final, grâce à un gros match de Tony Kukoc qui maintient les siens un petit peu dans le match, il va finir à 32 points.
L'écart final ne sera que de 8 points en faveur d'Utah. Donc pas la branlée attendue, mais toujours est-il qu'effectivement les Bulls, voilà, même s'ils se montrent un petit peu combatifs, c'est quand même très très limité. Le deuxième match, c'est encore à l'extérieur, c'est chez les Clippers et les Bulls s'imposent dans ce match-là. Avec Kukoc qui passe à un rebond du triple-double, il fait 22 points à 9 sur 19 au tir, 9 rebonds en space. Donc les Bulls arrivent à 1-1 au moment de débuter leur saison à domicile. Et c'est là que tu te rends compte du sinistre, quoi. Parce que normalement, ce match-là aurait dû être la remise des bagues, le lever de la bannière au plafond du United Center. Sauf que la bannière est déjà au plafond. Donc ils font une petite cérémonie. Tu vois, euh, il y a une vidéo qui est passée sur l'écran géant voilà, avec des highlights de la saison précédente. Et ils montrent la bannière qui est déjà au plafond. Il n'y a pas de remise de bague, parce que de toute façon, il n'y a personne. Il y a juste quelques joueurs dans l'effectif et qui ont déjà reçu leur bague. Et les joueurs qui ont été tradés au fur et à mesure de la saison, enfin, donc Steve Kerr, Scottie Pippen, Luc Longley, etc. Judd Bushler qui a signé aux Pistons, Dennis Rodman qui est parti à Dallas. Ils disent, bon, quand eux ils reviendront jouer au United Center, on leur filera leur bague à ce moment-là. Sauf qu'ils sont pas tous prévus, vu que c'est une saison à 50 matchs et que tout le monde n'affronte pas tout le monde. Genre Scottie Pippen, il revient pas cette saison-là au United Center, donc il aura sa bague encore plus tard. Donc bref, ce match-là, une réception d'Atlanta assez tristoun, donc, puisqu'il n'y a pas vraiment de cérémonie, voilà, à part la vidéo sur l'écran géant pour reparler de la saison d'avant. Et en plus, donc, au moment de la présentation des équipes, le speaker, Ray Clay, le légendaire Ray Clay, on lui dit n'introduis pas les Bulls comme champion du monde. Parce que d'habitude, depuis des années, il a l'habitude de dire et maintenant le 5 de départ de vos champions du monde, les Chicago Bulls. Et là, même pas, on lui dit non, laisse tomber, il y en a presque plus dans l'équipe, donc c'est pas la peine. Donc il dit le 5 de départ de vos Chicago Bulls, et voilà le 5 de départ. Donc t'as Ron Harper, Tony Kukoc, Brent Barry, Andrew Lang et Mark Bryant. Donc assez triste comme 5 de départ, et même la présentation en elle-même, pas franchement, voilà. C'est assez tristoun, et les Bulls vont perdre en plus ce match-là contre Atlanta de 17 points, en inscrivant que 71 points sur le match. Euh, la première défaite d'une série de 7 défaites où voilà, les Bulls vont avoir toutes les difficultés du monde à atteindre les 80 points. Et, ils vont rejouer contre Atlanta où ils vont inscrire que 67 points. Face aux Knicks, ils vont faire 68 et 63 points seulement. Contre les Spurs, ils vont inscrire 76 points avec Steve Kerr qui vient chercher sa bague et claque 3 poignées à 3 points dans le troisième quart-temps pour faire l'écart, et les Spurs s'imposent assez aisément aussi. Donc bref, les Bulls ont vraiment toutes les pires difficultés à ne serait-ce qu'à atteindre les 80 points. C'est vraiment compliqué, une adresse dégueulasse. Parce qu'en plus, voilà, ce qui se passe, c'est que euh, Tex Winter est toujours là, et Jerry Krause, qui a fait venir Tim Floyd, lui dit inspire-toi de Tex Winter, tu vois, essayez de faire en sorte que les joueurs continuent de faire jouer l'attaque en triangle. Ce qui est totalement ubuesque et débile, parce que voilà, non seulement la moitié des joueurs sont nouveaux, ils connaissent pas ces systèmes, ils sont très jeunes, et tu vois, ça prend beaucoup de temps. C'est une équipe, Tim Floyd vient d'arriver, c'est même pas ses systèmes à lui. Euh, la saison, tu vois, elle s'est mise en place, voilà, pratiquement au dernier moment. Il a fallu faire revenir des joueurs, il n'y a presque pas eu de training camp. Au moment du premier entraînement officiel avant la saison régulière, il n'y avait pas assez de joueurs, et Tim Floyd a dû annuler cette séance d'entraînement parce qu'il n'y avait que 7-8 joueurs qui étaient présents. Il y avait encore des joueurs qui n'avaient pas été signés, d'autres joueurs qui venaient d'être tradés, donc tu vois, il manquait du monde. Donc très difficile de faire apprendre des systèmes aux joueurs présents, puisqu'en plus ils sont nouveaux, c'est des nouveaux systèmes, donc du coup c'est très compliqué. C'est une saison où tu enchaînes 50 matchs en 90 soirs, des matchs où tu joues 3, tu joues 3 matchs en 3 soirs, donc c'est extrêmement compliqué, il y a beaucoup de fatigue, pas de séance d'entraînement entre les matchs pour pouvoir, tu vois, revenir sur certains trucs, modifier des trucs, donc extrêmement difficile, extrêmement compliqué, beaucoup de blessures. Les Bulls vont avoir 24 joueurs, 24 5 de départ différents, parce qu'il y aura eu tellement de blessures tout au long de la saison, qu'à chaque fois il faut jongler avec telle ou telle blessure et modifier les rotations et les 5 de départ. Aucune autre équipe cette saison-là n'aura plus de 25 de départ différents. Donc les Bulls cette saison-là ont le record avec 24.
ce qui est quand même pratiquement un match sur deux avec un 5 de départ différent. Donc c'est vraiment très très compliqué, donc tu peux rien mettre en place. Et en plus, voilà, non, très peu avec l'attaque en triangle qui demande quand même un certain temps pour comprendre tous les rouages de cette tactique. Donc bref, c'est une catastrophe absolue. En plus de ça, tu as toutes les autres équipes, maintenant que les Bulls sont faibles, ils veulent les taper, ils veulent les déglinguer, parce qu'eux, ils se sont fait déglinguer pendant des années, donc ils veulent se venger. Même si, ben voilà, c'est plus la même équipe, ils s'en foutent. Il y a Jeff Hornacek qui dit pourquoi on aurait pitié d'eux, on veut les crever. Alonzo Mourning à Miami, il dit pareil, pendant des années on s'est fait humilier, maintenant c'est notre tour, on va les défoncer. Même si, bon bah voilà, des joueurs comme Andrew Lang, Mark Bryant, Brent Barry, c'est pas leur faute, ils étaient pas là, mais ils se font défoncer. Donc bref, c'est très compliqué. Il y a juste fin février, début mars, il y a une mini embellie avec la plus grosse victoire de la saison où les Bulls s'imposent de 17 points contre Charlotte. Et le lendemain, ils vont gagner à Toronto en prolongation sur un buzzer beater totalement improbable de Randy Brown qui met un shoot, dans l'angle à 6,50 m, qui tape sur le cercle, rebondit vachement haut, puis retombe dans le cercle. Bref, deux victoires consécutives à ce moment-là. Début mars, il y a deux victoires contre New Jersey aussi, où les Bulls dépassent à chaque fois les 100 points sur ces deux matchs-là. C'est les deux seules fois où ils dépassent les 100 points au United Center cette saison-là, et ça permet d'offrir des tacos gratuits aux fans des Bulls présents. D'ailleurs, c'est les plus grosses ovations de la saison cette année-là, c'est quand les Bulls atteignent les 100 points et gagnent à domicile, parce que voilà, ça permet aux Bulls, aux fans présents de gagner des tacos. Et c'est arrivé deux fois, et les deux fois contre New Jersey. Donc voilà. Euh, Ensuite, à part ça, c'est une série de branlées mémorables où les Bulls se font absolument pulvériser par tout le monde. Et puis, donc, il y a ce fameux match le 10 avril contre Miami où c'est une catastrophe absolue, une prestation mais absolument indigne dans l'histoire du basket, puisqu'en 48 minutes, les Bulls inscrivent 49 points. C'est le plus faible total depuis l'installation dans les années 50 de l'horloge des 24 secondes. Tout simplement. Il y a 7-8 mois plus tôt, en finale NBA, les Bulls limitaient le Jazz à 54 points, ce qui était le record à l'époque, le plus faible total de points en 48 minutes. Et là, l'année suivante, c'est eux qui établissent, qui battent eux-mêmes ce record en inscrivant seulement 49 points en 48 minutes à domicile contre Miami. Il faut savoir que les Bulls, sur ce match-là, ils ratent leurs 14 premiers shoots, dont 4 qui sont contrés par Alonzo Mourning. Ils ne mettent que 8 points au premier quart-temps. À la pause, ils en sont à 23 points. Après 3 quarts-temps, ils ont 33 points. Et donc 49 au final. Euh, des, 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 des pourcentages au tir, mais d'une horreur absolue. 18 sur 77 au shoot. 0 sur 9 à 3 points. Même les lancers sont dégueulasses. 13 sur 24, c'est pauvre. Et 19 balles perdues. Donc plus de balles perdues que de shoots réussis. Donc voilà, 23% au shoot à peu près. Donc voilà, une catastrophe absolue ce match-là. Absolument ridicule. Les Bulls vont quand même se venger de Miami, enfin si on peut appeler ça une vengeance, en allant gagner à Miami début mai, en inscrivant plus de 100 points sur ce match-là. Donc la troisième et dernière fois de la saison que les Bulls atteignent les 100 points sur la saison. Avant de revenir au United Center pour les deux derniers matchs et prendre deux crevés par les Pistons qui s'imposent de 44 points et le Magic qui s'impose de 20 points pour le dernier match de la saison régulière. Et les Bulls terminent cette saison avec un bilan de 13 victoires, 37 défaites, ce qui est pas si immonde que ça, dans le contexte, hein, parce que voilà, il y a quand même encore une très belle saison de Tony Kukoc, même s'il a pas mal de problèmes au niveau des hanches et au niveau du dos. Il a quand même joué 44 des 50 matchs et il a été meilleur scoreur, meilleur rebondeur, meilleur passeur de l'équipe. Il a fait ce qu'il pouvait, même s'il n'a pas toujours été très adroit, mais voilà, il a fait ce qu'il pouvait. Brent Barry a fait une saison plutôt correcte, même si à la fin il s'est blessé à la cheville, il a loupé la fin. Ron Harper a retrouvé quelques sensations au scoring parce qu'il était plus impliqué et il a fait une saison à 11 ou 12 points. Enfin, lui aussi il a fait ce qu'il pouvait, mais à 35 ans c'est compliqué d'enchaîner. Les satisfactions sont peu nombreuses, hein, voilà, à part les saisons de quelques joueurs comme ça, de manière individuelle, mais collectivement, ça a été une catastrophe. Chicago a affiché la pire attaque de l'histoire de la NBA, 81,9 points par match.
Alors c'est vrai que cette saison-là, beaucoup d'équipes et la NBA dans son ensemble n'affichait pas des cartons offensifs parce que voilà, il y a eu une grosse coupure. Les joueurs, surtout ceux qui étaient des équipes qui n'étaient pas en playoff l'année d'avant, avec une reprise en janvier, avec seulement 10 jours, 2 semaines de training camp, et puis voilà, autant de matchs en si peu de temps, pas beaucoup de repos, etc. C'était compliqué pour les organismes cette saison-là, globalement dans la NBA. Mais les Bulls, c'est vrai que ça a été mais absolument catastrophique. Donc voilà, pire bilan de la ligue, des cartons, ils se sont fait défoncer dans tous les sens. Et c'est la fin d'une série de 14 ans où les Bulls allaient systématiquement en playoff. Donc voilà, 14 saisons consécutives et voilà, cette série prend fin. Logiquement, hein, vu l'effectif, vu ce qui a été mis en place tout au long de la saison. Et en fin de saison, Tim Floyd dit il dit tout ce que j'ai, c'est que l'année prochaine, par rapport à cette saison où il y a eu tellement de bordel, l'année prochaine, ça va être Palm Beach, quoi. Ça va être, on va se régaler parce que tellement cette année a été compliquée, la saison prochaine ne peut être que mieux. Pas vraiment. On va revenir sur ça. Alors malgré tout, les Bulls sont quand même le premier choix de la draft. Euh, et récupèrent Elton Brand qui arrive de Duke, un intérieur, un poste 4, très, qui n'a fait qu'une saison en NCAA, mais qui a fait une super saison. Et Coach K est très. Voilà, n'a que des choses positives à dire de son joueur. À cette époque-là, il me semble que c'est le seul joueur passé par Duke que Coach K autorise à aller en NBA après seulement une saison en université, parce qu'il dit voilà, il est déjà prêt, il n'y a pas de problème, il a une telle éthique de travail que voilà, il n'y a pas de souci, lui j'ai aucun doute, aucune appréhension, il va réussir quoi. Donc voilà, il arrive aux Bulls qui eux draftent également Ron Artest avec le pick 16 si je me souviens bien. Donc un pick qu'ils avaient récupéré dans le trade où ils ont envoyé Luc Longley aux Suns. Donc il y a également Michael Ruffin qui est pris au début du deuxième tour. Et au niveau des free agents, donc Ron Harper est laissé libre et s'en va. Euh, il y a Tex Winter qui part également au niveau du coaching staff. Donc du coup, Tim Floyd va avoir tout un été et toute une vraie préparation d'avant-saison pour essayer de faire un petit peu sa tambouille à lui et pas voilà suivre un petit peu ce qu'on lui dit de faire via Tex Winter, via Jerry Cross. Donc ça va être un petit peu mieux pour lui, même si donc il y a le départ de Ron Harper, il y a également le départ de Brent Barry qui est tradé aux Sonics pour récupérer R.J. Hawkins qui va apporter un petit peu d'expérience, qui ne fera pas de mal parce qu'à part Tony Kukoc et Randy Brand, c'est beaucoup de jeunes joueurs dans l'effectif. Hein. Donc, euh, donc voilà, il y a pas mal de changements. Andrew Lang dégage, Mark Bryant dégage aussi. Ils n'ont pas franchement marqué la saison précédente de leur empreinte, donc ils sont dégagés aussi. Le problème, c'est que Tony Kukoc se blesse au bout de 4 matchs. Il se fait une blessure assez importante, on ne le reverra pas avant janvier. Donc du coup, Elton Brand est beaucoup responsabilisé assez tôt dans la saison et donc il a beaucoup de mal au début avec des attaques qui sont comment dire focalisées sur lui. Tu vois, il a beaucoup de ballons, ça passe beaucoup par lui et il a du mal un petit peu au début à s'y faire, à vraiment trouver les positions préférentielles près du cercle, à s'imposer physiquement, etc. Ça vient petit à petit vers la fin novembre dans un road trip qui sera dégueulasse où les Bulls vont prendre crevé sur crevé, mais à ce moment-là, il va enchaîner quelques bons matchs, tu vois, il va quelques double-double. Il va faire un match à 29 points, 17 rebonds chez les Lakers. Il va mettre 24 points contre les Spurs qui sont à ce moment-là champions NBA avec Tim Duncan et Robinson, donc c'est pas mal du tout. Euh, il y a, il y a- bon, le problème, c'est que ça permet pas de gagner, quoi, parce que bah, pendant ce temps-là, les Bulls finissent novembre avec une victoire, 12 défaites, en prenant des branlées mémorables. Contre Phoenix, ils vont prendre moins 24 et moins 23. Le match contre les Spurs, ils vont en prendre 23. Euh, à Golden State, ils vont en prendre moins 20 aussi. Donc bref, voilà, ils continuent à prendre crevé sur crevé. Même si Elton Brand continue de faire des prestations intéressantes et Ron Artest aussi, on va y revenir. Toujours est-il qu'au 4 janvier, les Bulls affichent un bilan de 2 victoires, 26 défaites, ce qui est absolument ridicule. Et à ce moment-là,
il y a de gros doutes sur le fait que, enfin, beaucoup de monde s'interroge en se disant, est-ce que les Bulls vont pas établir le pire record de l'histoire de la NBA, quoi, qui est de 9 victoires seulement établies par les Sixers. Ils se disent, là, les Bulls sont bien partis pour taper le record, quoi. Le record de la pire saison de tous les temps. Sauf que après ça, Tony Kukoc revient de blessure et d'entrée, dès qu'il revient, les Bulls gagnent 3 matchs de suite, ce qui est leur meilleure série sur la saison largement, en tapant 2 fois Washington, donc merci les Bullets, et Boston, avec à chaque fois sur ces matchs-là, Elton Brand et Tony Kukoc qui mettent des cartons avec des doubles-doubles, des matchs à 30 points, etc. Et donc ça permet aux Bulls voilà, de prendre un petit peu, de souffler un peu et de se dire, bon, on va peut-être finalement pas taper ce record, ce qui est déjà pas si mal. Euh, donc Kukoc revient bien, permet à l'équipe de retrouver un petit peu de confiance. Et derrière ça, il y a la belle progression de Ron Artest aussi, qui au fur et à mesure des matchs est devenu titulaire par sa défense dans un premier temps, parce que c'est un joueur extrêmement athlétique, très intelligent défensivement, qui est toujours bien placé et avec ses longs bras qui arrive à anticiper et avec ses qualités athlétiques voilà, à tenir les postes 3 adverses ou des postes 2. Et donc il est capable d'alterner un peu, de switcher. Mais aussi son jeu offensif s'étoffe au fur et à mesure. Il est capable d'attaquer le cercle, de provoquer des fautes. Il passe pas mal de temps en lancer franc. Ce qui est plutôt intéressant pour un rookie, parce qu'en général ils n'ont pas toujours les coups de sifflet en leur faveur. Mais lui, il passe pas mal de temps au lancer franc et il est adroit. Donc il arrive à aller chercher des points sur la ligne, ce qui est une bonne chose. Euh, Shooter correct, pas fantastique, mais shooter correct, capable de s'écarter, mettre quelques 3 points par-ci par-là, même si c'est pas sa spécialité. Donc voilà, il monte en puissance pendant la saison, apporte de bonnes choses, au point que donc il est titulaire au poste 3, Elton Brand est titulaire au poste 4, et du coup, ben, Tony Kukoc va être tradé. Va être tradé, et juste après le All-Star Game, dans un trade mais qui va faire couler beaucoup d'encre à Chicago, je vais expliquer pourquoi. Parce que c'est un trade à 3 équipes, où Tony Kukoc va à Philadelphie, et les Bulls récupèrent, alors attention, Bruce Bowen, qui sera coupé dans la foulée, hein, qui ne sera pas conservé par les Bulls, et John Starks. Mais John Starks aux Bulls, mais c'est improbable. C'est, c'est, c'est le mec qui va. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. C'est le mec qui va du PSG à Marseille, quoi. Tu vois, c'est le Fabrice Fiorez, quoi. Tu vois le truc. Et enfin, c'est improbable. Et, euh, et malgré tout, John Starks arrive à se mettre le public dans sa poche parce que voilà, il va jouer que 4 matchs, il va rapidement se blesser et ne sera pas conservé à la fin de saison parce qu'il sera libre. Mais les 4 bouts de match qu'il va jouer, sachant qu'il a déjà 34-35 ans, hein, donc voilà, il arrive en plus sur la fin, etc. Mais sur les quelques matchs qu'il va jouer, les bouts de match qu'il va faire, il va se donner à fond, il va lutter au rebond, il va sauter en tribune pour sauver des ballons, il va se battre mais comme un chiffonnier. Et ça, le public du United Center apprécie, même si t'arrives d'Enix et que t'es voilà, l'ennemi, le mec, tu vois, qui est vraiment le pire joueur qui pouvait arriver aux Bulls, tu vois. Euh, Malgré ça, bah, si tu te défonces, voilà, les Bulls arrivent quand même à faire la part des choses et se dire, bon bah voilà, même si c'était l'ennemi, il arrive, tu vois, puis ça, il y a déjà eu, quoi, Dennis Rodman, il arrivait, enfin, il est pas directement, mais c'était un ancien joueur des Pistons qui a fait énormément de mal aux Bulls, John Sally à l'époque pareil, Edwards pareil, donc voilà, il y a déjà eu des joueurs qui étaient détestés par les Bulls qui ont réussi à se faire accepter, bon après les titres ont aidé aussi pour Dennis Rodman et compagnie, mais voilà, si tu te bats, les Bulls, enfin les fans le reconnaissent et t'en veulent moins, quoi, et arrivent à accepter ça. Donc John Starks, sur les 4 pauvres matchs qu'il arrive à faire avant de se blesser, et ben mine de rien, il arrive un petit peu à se mettre le United Center dans sa poche. Mais comme je l'ai dit, après il va se blesser, louper toute la fin de saison régulière et, à- et ensuite il sera libre et il ne reviendra pas. D'autres joueurs qui sont arrivés cette saison-là et pendant l'été, eux, et qui ne reviendront pas, c'est BJ Armstrong qui était libre, Will Perdue qui est revenu également, qui était libre, et les deux bon, bah, vont avoir un petit peu de mal tout au long de la saison régulière à enchaîner les matchs. BJ Armstrong il va jouer moins de 30 matchs sur la saison, il va être tout le temps blessé.
Will Perdue, bon, bah, il va jouer genre 60 matchs, mais voilà, il va en louper pas mal à droite à gauche, et puis il n'aura pas un rôle très, très important, à part voilà, dans le vestiaire, par son expérience avec lui, RJ Hawkins, Randy Brown et Tony Kukoc, parce que voilà, il y a beaucoup de jeunes, et donc Artest et Elton Brand apprennent beaucoup de la part de ces quelques vétérans. Et Elton Brand, sur la fin de saison, donc avec Kukoc qui est parti, il a encore plus de ballons et les Bulls veulent voilà, le mettre en valeur pour dire euh, de le mettre dans la course pour le rookie de l'année. Ils se disent, s'il gagne le rookie de l'année, ça peut faire parler, tu vois, ça peut être que positif pour la franchise, sachant qu'on peut essayer on va essayer de gratter des free agents importants cet été. Donc si on leur dit on a le rookie de l'année, ça peut éventuellement. Donc bref, il est gavé de ballons et il signe beaucoup de très belles performances sur la fin de saison, Elton Brand, notamment un match à 44 points qui va être son record de carrière à ce moment-là, face à Washington. Donc décidément, Washington, il n'y a que contre eux que les Bulls arrivent à exister cette année-là. Mais voilà, un match à 44 points où il inscrit 14 tirs consécutifs face à cette équipe. Et il finit là, vraiment la saison en roue libre avec beaucoup de double-double, au point de terminer en étant le deuxième joueur de l'histoire des Bulls à faire une saison en 20 points, 10 rebonds, après Artis Gilmore, donc ce qui est quand même pas rien, pour un rookie en plus. Donc il termine à 20 points et 10 rebonds, quasiment pile, quoi, genre 20,1 points et 10 rebonds, bref. Et il est le deuxième joueur en NBA au rebond offensif, ce qui est évidemment encore, là encore, très très fort pour un rookie. Il prend 4,3 rebonds offensifs, il est deuxième de l'NBA cette saison-là, donc ce qui est très très fort. Et il est élu co-rookie de l'année avec Steve Francis des Houston Rockets. Donc les Bulls ont réussi leur pari, ils ont fait d'Elton Brand un joueur important. Ron Artest a également signé une très belle saison, hein. Sur la fin de saison, voilà, titulaire, il a montré de très très bonnes choses. Euh, et il a fini dans le deuxième meilleur 5 des rookies, donc ce qui est bien aussi. Et ce qui est pas mal du tout pour un joueur avec pas mal de comportements un petit peu suspects, notamment le fait que pendant les mi-temps des matchs, le mec il buvait du cognac, tu vois, il se faisait des shoots de cognac dans les vestiaires, il avait sa bouteille qu'il allait chercher avant les matchs, il y avait un petit drugstore pas loin, et avant les matchs il s'arrêtait, il allait chercher sa bouteille de cognac et puis il l'emmenait dans le vestiaire et puis il se faisait un ou deux shots pendant les mi-temps, tu vois, tout va bien. Mais voilà, toujours est-il qu'il a signé des belles perfs, il a été élu dans le deuxième 5 des rookies cette année-là. Et malgré tout, bon, bah, les Bulls terminent la saison de manière absolument catastrophique. Il y a des séries de défaites absolument cataclysmiques. La pire adresse de l'histoire, ils tournent à 41,5% sur la saison au shoot, les Bulls. Ils tournent à moins de 85 points par match, donc pareil, une attaque absolument cataclysmique. 17 victoires, 65 défaites et seulement 5 victoires à l'extérieur. Donc très très pauvre au niveau du bilan. Le pire bilan de l'histoire de la franchise sur une saison à 82 matchs. Et même bon, la saison d'avant, 13 victoires en 50 matchs, ça fait un meilleur bilan en termes de pourcentage de victoires que cette saison-là. Donc voilà, c'est vraiment encore un pas en arrière. Non seulement l'équipe progresse pas, mais elle chute encore, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Donc malgré la satisfaction voilà, des rookies qui ont fait des bonnes choses avec Elton Brand et Ron Artest, bah, ça suffit pas pour. Enfin, c'est très peu au niveau du bilan global pour que ce soit vraiment positif. Et ça va se vérifier euh, au niveau de la free agency, parce que là, les Bulls, depuis 2 ans, mettent beaucoup de sous de côté. Les 2 dernières années avec Jordan, Pippen, Rodman, compagnie, les Bulls, c'était l'équipe avec le plus haut, enfin, la plus haute masse salariale de la ligue. Et depuis 2 ans, avec tous ces joueurs qui sont partis, c'était l'équipe ou parmi les équipes avec la masse salariale la plus basse pour voilà, mettre des ronds de côté, libérer des contrats et à l'été 2000 charger pour attirer des free agents au max pour leur disant on a plein de thunes, etc. Sauf que ça va pas du tout se dérouler comme ça et on va revenir sur ça parce que donc déjà les Bulls ont énormément de cibles et les font venir à Chicago, mais ça va très très mal se passer au niveau des négociations parce que dans la liste des Bulls, il y a quand même Tim Duncan, Grant Hill, Eddie Jones, Tracy McGrady, Jermaine O'Neal,
Et le sixième, je sais plus qui c'est Tim Thomas. Bon, c'est le moindre par rapport aux 5 autres, mais un joueur quand même pas mal du tout. Et les trois derniers que j'ai cités, donc T-Mac, Jermaine O'Neal et Tim Thomas, ils ont tous le même agent que Corey Benjamin qui est aux Bulls. Donc quand ils viennent à Chicago, Corey Benjamin il dit bah venez je vous loge, ça vous évite d'aller à l'hôtel et tu vois il aide un petit peu à faciliter les contacts etc. Et Jerry Krause lui dit même si on arrive à signer ces joueurs-là parce que tu nous as aidés, je te prolonge ton contrat. Donc Corey Benjamin il dit ok. Sauf que euh, Sauf que les Bulls sont tellement ridicules au niveau des négociations que personne ne vient pour une raison très simple, c'est que Corey Benjamin l'explique et son agent confirmera plus tard parce que lui, donc il avait également pas mal de ces joueurs-là dans son portfolio d'agents. Les Bulls essaient de convaincre ces joueurs-là de venir, mais à des tarifs moins conséquents que ce qu'ils pourraient toucher ailleurs, parce que c'est les Chicago Bulls, c'est le prestige d'une franchise mythique, ils leur vendent un pitch mais absolument hallucinant, en leur disant voilà on est les Chicago Bulls, regarde il y a la statue de Jordan à l'entrée, regarde on a 6 bagnards champions NBA, viens chez nous, mais prends une ristourne, comme ça on peut signer plusieurs joueurs et plutôt que juste toi et un autre, et comme ça on peut construire sur un truc, on a le rookie de l'année, machin, si toi tu viens, si l'autre il vient, si machin il vient, mais personne ne vient, personne n'accepte de venir aux Bulls en touchant moins que ce qu'ils touchent ailleurs, parce qu'il y a des bannières au plafond et la statue de Jordan à l'entrée, quoi. C'est du coup c'est un pitch absolument dégueulasse. Et évidemment, personne ne vient. Tim Duncan reste aux Spurs, T-Mac à Orlando, Grant Hill signe à Orlando, euh, Jermaine O'Neal va aux Pacers. Enfin bref, personne ne signe aux Bulls parmi les grosses cibles, enfin, parmi les cibles prioritaires de l'équipe, parce qu'ils se disent mais pourquoi on ferait ça quoi. Je veux dire, non, ça n'a aucun sens. Donc voilà, personne ne vient. À part des joueurs que les Bulls vont chercher, parce qu'il faut bien aller en chercher, tu vois, mais pas des cibles prioritaires, mais il faut bien des joueurs. Donc les Bulls signent Ron Mercer, qui était à Boston et qui sort à 3 saisons à plus de 15 points de moyenne. Et vont également signer Brad Miller, qui était libre après 2 saisons à Charlotte. Brad Miller, qui était un pivot. Euh, Pendant ce temps-là, donc Randy Brown part également, elle est libre. Donc il ne reste plus personne des champions NBA de 2 ans avant. Il n'y a plus personne dans l'équipe. Ils sont tous partis. Et même dans le coaching staff, il reste que Bill Cartwright. Donc voilà, c'est vite vu l'histoire. 2 ans après à peine, il n'y a plus personne. Au niveau de la draft, par contre, les Bulls ont 6 choix. 3 au premier tour, 3 au deuxième tour. Par rapport voilà, au trade qu'ils ont fait les années d'avant, ils ont récupéré plein de pics. Et donc ça leur permet de récupérer pas mal de joueurs. Mais là encore, c'est assez bizarre parce qu'avec le choix numéro 4, ils prennent Marcus Pfizer. Alors, c'est pas tant le potentiel du jour ou quoi, mais il joue au même poste qu'Elton Brown qui vient d'être rookie de l'année, donc c'est un peu bizarre d'être allé chercher ce jour-là plutôt qu'un autre. Ils ont le pick 7 et ils prennent Chris Mim qu'ils envoient directement à Cleveland contre leur pick numéro 8 qui est Jamal Crawford. Donc ça, plutôt pas mal. Euh, Ils ont un troisième choix au premier tour qui s'appelle Dalibor Bagaric, un Croate né à Munich. Donc ils vont le chercher et ils ont les picks 32, 33 et 34 au deuxième tour et ils vont récupérer AJ Guyton, Jake Voskuhl et, euh, et Khalid El Amin, un meneur un petit peu, comment dire, trapu, tu vois, très costaud, pas très grand mais costaud et assez flashy, capable de dribble assez fun. D'ailleurs sur la saison il va en placer quelques-uns plutôt pas mal, même si après sa carrière aura été plutôt en Europe. Bref, 6 choix de draft, donc 6 rookies, plus Artest et Brand qui sont dans leur deuxième saison, tout comme Michael Ruffin. Donc c'est très peu d'expérience. Kukoc est parti, Harper la saison d'avant, Randy Brown, etc. Très peu d'expérience. Herzog Hawkins est parti également. Ron Mercer et Brad Miller sont pas des joueurs avec une énorme expérience non plus. Du coup, les Bulls se retrouvent avec la plus jeune équipe de l'histoire. Au niveau de la moyenne d'âge, ils sont à 22 ans et quelques. Et voilà, il y a très peu d'expérience dans cette équipe. Il y a vraiment le joueur le plus expérimenté, c'est Fred Hoiberg, qui est arrivé la saison d'avant.
Voilà, c'est dire le bordel de cette saison 2000-2001, quoi. Parce que voilà, quand ton joueur le plus expérimenté, il entame sa sixième saison NBA, c'est Fred Hoiberg. Ah ouais, là, tu transpires un peu. Là, tu comprends qu'en Ron Artest, il enchaîne les shots de cognac dans le vestiaire, j'ai autant te le dire. D'ailleurs, je crois qu'une fois que cette vidéo est finie, je vais m'en mettre quelques-uns aussi, parce que pour reparler de tout ça, c'est violent. Bref, cette saison-là va être absolument cataclysmique là aussi, parce que ce roster n'a ni queue ni tête. Il y a pas d'expérience, il y a rien, et c'est des joueurs qui individuellement vont faire des bonnes choses, comme Jamal Crawford ou Pfizer, qui sur l'ensemble de la saison, tu vois, vont progresser petit à petit. Mais globalement, ça va être une catastrophe. Déjà, le premier match à domicile, tu perds de 19 points contre les Kings. Le match d'après est important parce que c'est la fin, c'est d'une série de matchs consécutifs à guichet fermé pour les Bulls. Les Bulls avaient réalisé une série de 610 matchs consécutifs à guichet fermé à domicile. Dans le vieux Chicago Stadium avant que le United Center soit fondé et ensuite au United Center. Donc la série qui date de 88 ou 89, je sais plus. Mais 610 matchs consécutifs à la maison. Tu vois, même les deux dernières saisons qui ont été une catastrophe, comme il y avait encore tout le monde qui était abonné, qui était sur des listes d'attente, etc. Il y avait encore plein d'abonnés au United Center. Mais ce match-là contre New Jersey, le deuxième match de la saison régulière en 2000-2001, met fin à cette série-là. Et derrière, bon, bah, les Bulls vont se faire absolument pulvériser avec encore des équipes revanchardes qui leur mettent des cartons comme depuis 2 ans. Euh, 2 victoires, 13 défaites au moment de terminer novembre avec une victoire sur le parquet d'Atlanta avec 30 points de Ron Mercer. Mais voilà, les victoires sont évidemment très rares et tout le monde se fait plaisir en affrontant les Bulls en leur mettant des cartons mémorables. Encore un road trip qui se termine avec 7 défaites, où tu te prends 27 points dans la musette à Houston, 29 à Sacramento et 45 à Utah. Tu te prends 45 points d'écart à Utah, donc pareil, eux très revanchards. Euh, Elton Brand en début de saison, un petit peu comme son année rookie, il a un petit peu de mal, mais ça va de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines, donc il monte en puissance. Euh, Ron Artest, voilà, continue de faire son taf défensivement et d'être présent. Marcus Pfizer et Jamal Crawford, voilà, font des bons passages par-ci par-là. Mais voilà, et Ron Artest prend le scoring, pas Ron Artest, Ron Mercer prend le scoring à son compte. Il est l'option numéro 1 en attaque avec Elton Brand. Euh, c'est vraiment très pauvre. C'est très très pauvre. Et non seulement ça décolle pas, mais c'est encore pire que la saison d'avant. Parce que les Bulls vont, entre le 1er janvier et la coupure All-Star le 8 février, une victoire, 17 défaites. Dont 16 défaites consécutives et la dernière, une défaite de 20 points juste avant la coupure. La seule victoire sur cette série-là, c'est contre Washington. Donc décidément, hein, Washington, c'est la seule équipe qu'on arrive... Avec Boston, il y a que Washington et Boston qu'on arrivait à peu près à taper à cette époque-là. Et on les bat au buzzer, sur un buzzer beater d'Elton Brand. Donc faut quand même voilà, la seule victoire en pratiquement un mois et demi, quoi. Donc c'est assez hardcore. Euh, donc les Bulls sont évidemment ridicules tout au long de la saison. Euh, et dans ce match-là, Elton Brand, où il tape un buzzer beater, il met 30 points, 9 rebonds, 8 passes décisives. Sur d'autres matchs en janvier, il tape de bons double-double. Il fait quand même de gros matchs. Il y a un match contre Philadelphie où il met 24 points, 19 rebonds, 3 comptes, 4 interceptions. Il enchaîne les double-doubles. Il a une série de 8 ou 9 matchs consécutifs en double-double. Mais voilà, à part après le All-Star Game où les Bulls font une série de 5 victoires en 11 matchs, ce qui est pas fabuleux, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà, c'est le meilleur passage de la saison régulière, on va dire, parce que derrière ça, ils vont faire comme avant le All-Star Game, une victoire et 17 défaites. Donc, encore une fois, avec des cartons absolus, où on se fait pulvériser dans tous les sens. Et là, d'ailleurs, la seule victoire, c'est contre Charlotte en prolongation. Et comme la saison d'avant, seulement 5 victoires à l'extérieur, avec une série de 25 défaites consécutives à l'extérieur entre décembre et le mois de mars, donc catastrophe absolue. Et un bilan qui est encore pire que la saison d'avant, 15 victoires seulement.
15 victoires, 67 défaites, où tu t'es encore fait taper dans tous les sens, seulement 5 victoires à l'extérieur, le pire record de l'histoire des Bulls. Donc là, on vient de vivre les 3 pires saisons de l'histoire des Bulls. Donc là, dès que j'ai fini cette vidéo, je vais me mettre des shoots de cognac en pensant à Ron Artest. Hein, là, j'aime autant vous le dire. Euh, les quelques satisfactions, voilà, c'est Jamal Crawford qui était titulaire sur la fin de saison, qui est un joueur spectaculaire, voilà, qui a montré de bonnes choses. Marcus Pfizer a élu dans le deuxième meilleur 5 des rookies également. Mais encore une fois, on est la pire attaque de la ligue, on est à moins de 88 points par match, une adresse absolument dégueulasse. Euh, Bref, voilà, c'est voilà, 3 saisons absolument immondes où bah voilà, non seulement on n'a pas été capable de vite retrouver une équipe ambitieuse comme c'est ce que prévoyait Jerry Krause, mais on creuse de plus en plus. Tu vois, on est passé à 13 victoires en 50 matchs sur une saison, 17 victoires en 82 matchs la saison d'après, 15 victoires la saison d'après. Ça fait 45 victoires en 3 saisons, ce qui est absolument cataclysmique. Donc voilà, une période très très noire de l'histoire des Bulls et on va voir dans les prochaines vidéos que ça s'est pas amélioré tout de suite. Mais on va voir ça après. Hein. Là déjà on va digérer ces 3 saisons-là qui ont été assez violentes. On va se mettre quelques shots de cognac là et puis on va reprendre des forces pour parler des saisons d'après. Mais en attendant, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On continuera de parler de l'histoire des Bulls quand j'aurai décuvé le cognac. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, à très bientôt. Et malgré tout, même si à ce moment-là c'était pas top, toujours Go Bulls. À bientôt.